Donc il y a eu un fait de moralisation dans lequel ont pu s'impliquer des gens qui ont un niveau intellectuel au ras des pâquerettes. Parce que la morale n'exige pas beaucoup d'intellectualisme. C'est conforme, ce n'est pas conforme. Halal, haram. Dans le halal et le haram s'introduisent y compris les tabous et les interdits qui ne relèvent ni de la religion ni du sacré, mais qui sont simplement dans les mœurs. Dans l'anthropologie. Dans l'anthropologie. Donc on est entré dans un système de catégorisation sur la base d'une absence totale d'un système référentiel. Non, on est sorti du politique. On est complètement sorti du politique. Et on est sorti de l'éthique, c'est-à-dire la morale politique. On est entré dans la morale brutale, brusque, et sur la base d'une absence totale à une référence de socle de connaissances. C'est le fondement de la médiocrité. C'est comme ça qu'a commencé la médiocrité. C'est-à-dire la médiocrité du FLN avec sa légitimité historique, elle a été transférée chez le fils avec une légitimité religieuse. Absolument. Avec les mêmes figures, c'est-à-dire le Haddad ou le Jazzar ou le Taulier qui ont remplacé le Jma'an de la FLN qui ont حاكمين في القسمة وإلى آخره. Absolument. Au point révoltant où un homme de peine, type les salles des toilettes de l'aéroport, commande un commandant de bord, lui fait entrer une bombe qui éclate, il y a 250 morts. C'est ça. C'est inadmissible. C'est intolérable, c'est inadmissible. Avec la complicité d'un fils d'un grand moujahid. D'un grand moujahid هذيك القاعده شد لاباس دو ليست الى اخره sans citer de nom الى اخره on sait pourquoi الى اخره مشكل يا خويا والله مشكل. Maintenant le phénomène fils, le phénomène FLN, l'armée, etc., nous allons vers l'éclatement, nous allons vers l'affrontement. Les événements de juin, les événements, la grève illimitée, les affrontements qui commençaient, l'occupation des places, etc. Tout le monde connaît ces histoires. Qu'est-ce qui se passait à l'époque à l'intérieur du pouvoir pour gérer tout cela? On dit, et là on avance rapidement, on dit que Hamrouch disait que je maîtrise la situation. On dit que Hamrouch tentait d'isoler Chadli des généraux. On dit que les quelques généraux, à leur tête bien sûr, la Belkhir, Nazar, etc., ont utilisé un hélicoptère pour voir un petit peu le fils, comment qu'il faisait sur le terrain, là où il occupait les espaces publics, et que la situation allait vers un dérapage immense. Ce sont les deux thèses. Chadli ibn Jdid entre les thèses de Hamrouch et les thèses des généraux. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a l'effondrement de tout un pays. Le fils allait prendre le pouvoir dans un sens ou dans un autre. S'il était un peu plus intelligent que... S'il ne s'était pas attaqué à la société, il aurait pris le pouvoir. Bien sûr. Avec une légitimité électorale dans les élections de juin 90. De tolérance, de patience, s'ils avaient montré une volonté vraiment de redresser le pays, de le construire, de ne pas menacer les gens. Moi je me souviens, si tu me permets une parenthèse, c'est là où j'ai vraiment changé ma cutie. C'est le face-à-face à la télé entre Abbassi Madani et mon ami Allah Yarhamou, Bachir Rzouq. Tu n'as pas vu celui-là? Avec Saadi. Il y avait Saadi avec eux. Lorsque Saadi leur avait dit clairement, d'ailleurs ça nous a étonnés tous, ما نخليكمش توصلوا للحكم. Je pense pas que vas-y, un autre débat, vas-y. Non, c'est un débat entre Abbassi Madani et Bachir Rzouq à la télé. Et Abbassi Madani, un universitaire, un collègue, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est normal. Un homme qui me paraissait d'une bonté. Oui, à titre humain, il est normal. À titre humain. D'ailleurs, ses enfants, ses filles, à l'époque, ne portaient même pas de hijab, etc. Bien sûr. Et Abbassi Madani dit Bachir Rzouq est un homme extrêmement subtil. Vous critiquez les forces de sécurité, etc. Quel est votre projet? Ah, le programme. Le programme. Non, c'est pas te monter. Quel on dissout les corps de sécurité, ce sera avec une milice populaire. C'est ça. A dit une question. Mais il y a des gens dans l'Algérie qui
n'accepterait pas ça, par exemple. Et c'est pas un problème. Les gens qui sont d'accord avec nous restent, les autres prennent la valise. C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Dans le domaine de qu'est-ce que vous lisez, etc. Ce que j'ai retenu, parce qu'il faudrait revoir l'émission. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez? Quelle est votre curiosité? نقرا كتب دينيه ونقرا الكتب اللي عندها علاقه بالعمل تاعي، العمل الجامعي. قالوا ما تقراش الروايات، قلت الله استغفر الله، كان الروايات بدعه. الروايه بدعه، الروايه كفر. كيف الانسان ينجم يخلق مناخ ويخلق اشخاص ويخلق يعني l'idée même de la relation à l'émotion. Mais Abbasi Madani lui-même, il était piégé par le populisme conduit par un mouvement déferlant qui s'appelait Ibn Hajj et les autres, etc. Donc, parce que, bon, ici, nous ne sommes pas en train d'analyser le phénomène fils parce que c'est énorme, ça demande beaucoup de temps, etc. Chose qui a conduit. En tous les cas, la situation nous a dévoilé la nature de la société, la nature de ce phénomène qui s'appelle l'islamisme, la nature du FLN, la nature du pouvoir, des militaires, et la nature même de cette tentative de transition démocratique à travers une constitution d'ouverture libérale, c'est celle de 89. Une transition en 3 ans qui a conduit à des accrochages, l'occupation de l'espace public, la terrorisation de la société, le viol des libertés par le pouvoir, etc. La basarisation de l'économie, le viol de la volonté populaire, quel que soit X, c'est une volonté populaire par le pouvoir, faire intervenir en moins de 4 ans l'armée dans des affaires qui ne sont pas les siennes, suspendre le processus électoral. Parce que le fils avait bien gagné les élections. Quoi qu'on dise sur maintenant on peut débattre, on peut dire, etc. Mais officiellement, le pouvoir a reconnu les résultats. Avec beaucoup d'amertume à l'époque, mais bon, il avait reconnu publiquement les résultats. 188 sièges à l'époque pour le fils. Donc presque, il allait avoir, en tous les cas, il allait avoir la légitimité, etc. Suspension du processus électoral. Intervention coup d'État contre le président Chadli et sa démission en janvier 1992. Comment tu interprètes cette idée de la non-gouvernance du pouvoir? C'est-à-dire le pouvoir n'était pas en mesure de gérer le fils. Et il devait recourir, à travers ses généraux, à la violence, c'est-à-dire à l'armée, pour pouvoir régler un problème politique. Comment tu l'analyses? Est-ce que le fils n'était plus gérable? Est-ce qu'il a dépassé tout le monde? Est-ce que le fils a dépassé même les éléments du fils? Est-ce qu'il a dépassé même les fondateurs du fils? Est-ce que le fils allait comment dirais-je, allait détruire complètement le pays? Est-ce que les militaires avaient peur pour eux-mêmes? Est-ce que le FLN avait peur pour lui-même et non pas pour l'Algérie? C'est quoi pour toi, politiquement parlant? Je crois que tout ce qu'on a vu, à partir du moment où on a commencé à parler de la mouvance islamiste, on a vu essentiellement les facteurs endogènes. Il y a aussi des facteurs exogènes qui ont joué un rôle important parce que la turbulence de l'Algérie concernait certes les Algériens en priorité, mais elles étaient suivies très très attentivement et avec beaucoup d'attention par nos voisins immédiats d'abord, qui nous veulent du bien comme chacun sait, mais aussi par les partenaires d'Algérie. Quelle était l'idée que les partenaires se faisaient? La Tunisie et le Maroc ont observé pendant un certain temps une sorte de réserve. Une réserve avec beaucoup d'inquiétude, mais beaucoup d'attention, parce qu'ils voyaient en Algérie un laboratoire, une expérience. Une expérience, et ils étaient intéressés de savoir comment ça allait évoluer, parce qu'ils savaient très bien que ça leur pendait au nez. Mais ce qui est intéressant, c'est que
la première déclaration officielle d'un pays étranger au moment des élections, ça a été la France. François Mitterrand avait dit on n'a aucun problème avec l'islam, ni avec le fils. Ils ont gagné, ils gouvernent. Première déclaration du premier partenaire. Alors là, tu restes bouche bée. Parce que les Français, qui ont une très très longue tradition des révolutions politiques, les turbulences, savent ce que c'est une turbulence de cette nature, savent ce que c'est la montée de mouvements radicaux. J'ai l'impression que le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est un réflexe de vengeance. Ils se sont dit, l'Algérie va vivre ce que nous avons vécu. Ils ont vécu les années 80, depuis 68 jusqu'à 88. Ça a été une turbulence sur turbulence, mouvement militaire, séditieux, pas l'armée, les mouvements militarisés, résistance armée, paramilitaire, etc. Dans lesquels, j'avais dit, la main de l'Algérie n'était pas exclue. Donc il y avait ça. Il y avait cet aspect, il y avait l'autre aspect, c'est que mégalo comme il était, Mitterrand a pensé qu'il avait vu juste, que le système, que le pouvoir algérien était faible, que Chadli donc n'était pas crédible, et que l'Algérie allait sortir beaucoup plus affaiblie qu'elle ne l'a été par la crise de 88, et qu'à ce moment-là, il serait intéressant de lui faire rendre gorge et l'obliger à revoir un certain nombre d'accords qui avaient été signés auparavant, notamment sur la question extrêmement sensible de l'immigration. Je pense que les plus intéressés parmi les Européens, c'était surtout trois pays, la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce sont les trois partenaires commerciaux privilégiés avec l'Algérie. Et sur cette triplette, les deux qui vont pratiquement adouber, accepter la logique de la montée islamiste en Algérie, c'est la France et l'Allemagne, qui seront très tôt les refuges des exilés qui vont partir, qui vont commencer à partir, avant l'Angleterre. C'est ça. Avant l'Angleterre. Kébir s'installe en Allemagne, chacun le sait. Et en France, l'existence de la forte migration algérienne, plus l'opposition traditionnelle qui, pendant des décennies, a fonctionné en Algérie, va connaître une reconversion assez troublante. La communauté qui était autrefois nazirophone, qui revendiquait l'identité, va curieusement épouser les revendications, les nouvelles revendications du respect des identités. Et le fils va faire de respect des identités son cheval de bataille. Il va essayer de drainer vers lui un certain nombre de courants existants dans l'immigration, sauf les radicaux de l'identité amazigh. Mais tout le reste se reconvertit. Tout le reste se reconvertit, ce qui pose à l'État français un problème. Subitement, le courant d'opinion islamiste et de l'islam politique enfle de manière considérable. Récupère déjà les... Il récupère. Mitterrand essaye de contenir parce que
il quitte 95. 95. Il quitte en 95, effectivement. Il voit d'un bon œil cette agitation islamiste. Il essaye de voir, parce que Mitterrand a aussi une autre préoccupation. Il a la préoccupation de maintenir la France dans la course à la résolution de la question des accords de paix entre Israël et les Palestiniens. Ils avaient été doublés par les Américains après les accords de Camp David. Ils ont été complètement mis à l'écart. Ils ont commencé à se rabattre plus ou moins sur l'Irak, avec lequel Chirac avait passé des accords particuliers sur l'ouverture sur la Libye, un peu sur l'Iran, etc. Et en plus, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est la dette saoudienne vis-à-vis des Français. Donc ils se sont dit, si un mouvement islamiste prend le pouvoir en Algérie, s'il est d'obédience saoudienne, nous l'avons dans la poche. Parce que les Saoudiens ont une dette envers les militaires, envers les Français, et ils ont des rapports très anciens avec les Français, parce que dans les années... C'est-à-dire, tu veux dire que la France allait changer d'allié en Algérie. Ses anciens alliés sont connus. Maintenant, la France était prête à changer d'allié, à se trouver un nouvel allié, en l'occurrence l'islamisme, etc. En matière de politique étrangère, il y a une règle, une aporie posée par De Gaulle qui n'a pas changé jusqu'à Chirac. Elle est en train de changer avec Sarkozy. C'est avoir les deux fers au feu. Ah. Ça, c'est la trouvaille de De Gaulle. Les deux fers au feu.